Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'art, disons, assez complexe de la séduction, tel que le décrit notre source. Et je vous préviens, il va falloir oublier un peu tout ce qu'on pense savoir. On va décortiquer un processus en plusieurs étapes, souvent surprenant et parfois même un peu déconcertant. Alors, on pourrait penser que oui, évidemment, pour attirer quelqu'un, il faut être agréable, gentil, rassurant. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui crée une attraction irrésistible? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui, elle, propose une vision radicalement différente. Voilà la thèse, un peu provocatrice s'il faut l'avouer. L'idée, ce n'est pas le confort, mais la tension qui serait le véritable fondement de la séduction. La gentillesse, c'est charmant au début, mais ça devient vite monotone, et ça peut même trahir un manque de confiance. Non, le secret, ce serait plutôt d'infliger une certaine dose de douleur. Allez, entrons dans la première étape, le grand 8 émotionnel. L'idée est simple, mais franchement redoutable. C'est l'instabilité qui peut forger une dépendance très puissante. En alternant le chaud et le froid, la présence et l'absence, on peut rendre la cible complètement accro sur le plan émotionnel. Pour bien comprendre ce principe, la source nous donne un cas d'étude assez troublant. D'un côté, on a Don Matteo, 38 ans, un homme de pouvoir. De l'autre, Conchita, 16 ans, qui a l'air toute innocente. Vous voyez, la dynamique est déséquilibrée dès le départ, ce qui rend le jeu psychologique qui va suivre d'autant plus dérangeant. C'est elle qui initie le contact. Mais au moment même où il répond, elle le repousse violemment, en l'accusant de la souiller. Et voilà, il est pris au piège. Il se sent coupable, il est complètement confus. Son esprit rationnel est court-circuité. Le jeu de la traction et de la répulsion vient de commencer, et elle a déjà planté le premier hameçon. Don Matteo, qui pense bien faire, lui propose de l'installer dans une villa. Mais Conchita, elle, transforme ce geste en insulte. Elle l'accuse de vouloir l'acheter, et hop, elle disparaît dans la nature. Ce retrait soudain le plonge dans un désespoir total, et c'est là qu'il réalise à quel point il est déjà attaché à elle. Ce creux de la vague ne fait qu'intensifier ses sentiments. Après une longue, très longue et douloureuse absence, elle réapparaît, elle accepte la villa, et puis, elle lui inflige le tourment ultime. Derrière les barreaux de la porte, elle le force à la regarder avec un autre. À ce stade, Don Matteo n'est plus confus, il est complètement obsédé. Psychologiquement, elle le possède. On comprend donc pourquoi ce principe des montagnes russes émotionnelles est si crucial. Chaque moment de douleur, de manque, de jalousie, ça crée un vide immense que seul le retour de l'autre peut combler. Et cette libération, ce moment de réconciliation, est vécu comme un plaisir décuplé, ce qui crée une véritable dépendance. C'est simple, plus les creux sont profonds, plus les sommets sont exaltants. Ok, passons à la deuxième stratégie, inverser la dynamique du pouvoir. Ici, l'objectif n'est plus de chasser, mais de se faire chasser. La source nous explique comment un retrait bien calculé peut forcer la cible à devenir le poursuivant. Pour illustrer ça, on va regarder l'histoire de Baudelaire et de Madame Sabatier. Elle, c'est une figure centrale de la vie artistique parisienne, tout le monde la courtise. Lui, c'est un poète encore peu connu, plutôt timide. Alors, il choisit de la séduire à distance en utilisant le mystère des mots. Regardez bien la puissance de l'absence dans cette chronologie. Après l'avoir captivé pendant des années avec ses lettres, il se tait. Et ce silence, c'est une arme redoutable. Il ne l'efface pas de son esprit, au contraire, il y creuse un vide, une obsession. Alors forcément, quand il se révèle enfin, des années plus tard, le désir de Madame Sabatier est à son paroxysme. Et là, l'inversion des rôles est totale. Au début, c'est lui le poursuivant, elle l'objet du désir. Mais au moment crucial, pile au moment où elle est prête à céder, il se retire. Il devient froid, distant. C'est un coup de maître. Prise de panique à l'idée de le perdre, c'est elle qui devient la poursuivante, et de manière agressive. Il a réussi à transformer sa proie en prédateur. On entre maintenant dans la phase finale, celle du passage à l'acte physique. La séduction mentale et émotionnelle a fait son travail. Maintenant, il s'agit de faire taire l'esprit pour réveiller le corps. L'objectif change complètement de nature. Il faut maintenant court-circuiter la raison pour laisser parler les sens. Le but, ce n'est pas de forcer quoi que ce soit, mais de créer une atmosphère tellement sensuelle que le désir devienne une évidence, une sorte de contagion. La source détaille tout un arsenal de signaux non-verbaux. Un air détaché pour désarmer, mais en même temps des regards très intenses pour communiquer le désir. Une voix qui devient plus grave, une posture assurée, le contact physique est essentiel, ce petit frôlement accidentel qui envoie une décharge électrique. Tout est conçu pour faire monter la température, sans jamais avoir besoin de dire un seul mot.
L'exemple de la belle Otero est assez frappant. On disait qu'elle dégageait une sorte de chaleur animale. Sa sexualité était si puissante qu'elle en devenait contagieuse. Mais son génie, c'était de donner à l'homme l'illusion que c'était lui l'agresseur, que c'était lui qui la faisait s'enflammer, alors qu'en réalité, c'était bien elle qui contrôlait absolument tout. Errol Flynn, lui, jouait sur un autre registre. Il créait une sorte de bulle hors du temps, une parenthèse d'aventure où les règles et la morale de la société n'existaient plus. En se montrant totalement dénudé de jugement, il permettait à ses partenaires de lâcher prise complètement et d'explorer leurs désirs sans la moindre culpabilité. Et ce témoignage de l'actrice Linda Christian, il montre bien l'effet dévastateur de cette approche. Elle parle d'une joie instinctive qui court-circuite complètement la raison. C'est ça l'objectif ultime de cette phase. Submerger les sens à un point tel que l'esprit ne puisse tout simplement plus résister. On arrive au point culminant, à l'action décisive qui va conclure tout le processus de séduction. C'est un moment absolument critique où la moindre hésitation peut être fatale. La source décrit un protocole très précis pour cet acte final. D'abord, il faut reconnaître le moment critique, celui où le désir est là, palpable, mais freiné par l'hésitation. C'est à cet instant précis qu'il faut abandonner toute forme de gentillesse. Le séducteur doit créer une dernière petite tension, puis la briser net par un geste audacieux, physique et décisif. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Hésiter à ce moment-là, ce ne serait pas perçu comme du respect, mais comme un manque d'assurance, une préoccupation pour sa propre image. Et ça brise l'enchantement. La tension érotique a besoin d'être libérée. Et pour ça, l'un des deux doit prendre l'initiative. Ce rôle, d'après la source, revient au séducteur. Cette citation de Stendhal, elle résume parfaitement l'esprit de tout ce qu'on vient de voir. La séduction, telle qu'on la décrit ici, ce n'est pas une promenade de santé. C'est un jeu constant avec le risque, la peur, la tension. C'est en s'approchant du précipice que le frisson devient le plus intense. Et on termine sur une question qui est, je pense, inévitable. Ces stratégies sont indéniablement puissantes. Elles exploitent les failles, les désirs de la psyché humaine. Alors la question demeure, où s'arrête le jeu de la séduction et où commence la pure manipulation? C'est la réflexion finale que nous laisse cette analyse.